Bonjour à toutes et à tous, toujours en direct d'Évian. Nous sommes ravis d'accueillir Pascal Husting. Bonjour, vous êtes Bonjour. directeur général de Greenpeace France. Vous êtes un habitué de la conférence, un habitué dans Ligne pour ta planète. Donc on va, comme d'habitude, répondre aux questions de la manière la plus directe possible. Une question de Sarah. Greenpeace compte-t-il profiter de cette globale conférence pour interpeller les entreprises sur certains agissements aberrants, s'il vous plaît? Juste avant de commencer, vous nous disiez que vous étiez en débat avec un monsieur d'Areva, donc on peut répondre oui à Sarah, non? Bah, c'est oui, je pense que c'est le but de ce type de rencontre, hein, d'y aller cash, ne pas être, même si le cadre est un peu feutré, d'y aller voilà, au vif du sujet, et c'est ce que j'ai essayé de faire ce matin en plénière. Je pense qu'aujourd'hui on est dans des moments de basculement, les effets de seuil ne sont pas très loin, et donc tout ce qui est business as usual, normalement, ne devrait pas faire partie des solutions que nous proposons. Et là, ce matin, juste pour nous raconter en quelques secondes, votre échange a porté sur quoi? Sur Fukushima, sur sur Ouais. Siemens, sur l'Allemagne, c'est ça? Bah, en fait, on a parlé ce matin des premières leçons à tirer de Fukushima. Donc, il y a bien sûr tout ce qui est inspection des centrales, donc ces fameux stress tests qui sont en cours. Là où moi j'ai insisté, c'est que il y a des pays, il y a des acteurs du monde de l'entreprise qui n'ont pas attendu ces inspections. Il y a un nombre de pays qui ont annoncé la sortie nucléaire. Il y a d'énormes acteurs industriels comme Siemens qui a annoncé qu'il sortait aussi de la technologie nucléaire et qu'il allait radicalement se tourner vers les énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, on est déjà dans l'après-Fukushima, même si l'accident à Fukushima continue à faire la une. Donc l'accident est en cours, et pourtant déjà aujourd'hui, il y a des décisions politiques qui sont prises. Alors, une question toujours sur le nucléaire, de Yoa Puy. La fin du nucléaire en France, est-ce que vous y croyez, vous? Bah, je pense que de toute façon, pour la France, il y a pas d'alternative à la fin du nucléaire, à une sortie du nucléaire, étant donné que le monde demain, ce ne sera pas un monde avec un paysage énergétique centralisé, mais le monde demain sera léger, sera déconcentré. Et voilà, je vois aucune chance pour le nucléaire dans la mesure où c'est un modèle la moitié du XXe siècle. C'est un modèle qui probablement était éventuellement envisageable pour un monde où il y avait 1 milliard de personnes qui prétendaient à un certain niveau de vie. Aujourd'hui, on est dans un monde où la redistribution des pouvoirs est déjà actée, et c'est évident que le nucléaire ne fera pas partie du paysage nucléaire, du paysage énergétique de demain. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on sortira de cette technologie parce qu'il y a des catastrophes, ou est-ce qu'on sortira éventuellement même en prenant des avantages compétitifs par rapport à d'autres acteurs? Mhm. Mais hier, à votre place, on avait reçu Clara Guémard de General Electric, qui nous expliquait qu'il y avait quand même encore toujours des centaines de commandes de centrales nucléaires prévues, notamment de la part de la Chine, de la part de l'Inde, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que eux n'ont pas compris, puisque... Bah, ça m'étonne de la part de General Electric. Je vois aujourd'hui leur campagne de publicité, notamment en Allemagne. Donc, ils utilisent le GE pour dire, voilà, nous sommes aussi Germanie. Non, je pense qu'on a eu les derniers chiffres de l'AIA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui parle, eux, de 90 centrales qui seront construites d'ici 2030. C'est vrai que dans des pays comme la Chine et l'Inde, le nucléaire, et la Corée du Sud, par exemple, le nucléaire reste une option, mais c'est vrai aussi que dans le monde occidental, là où la plupart des 458 centrales actuelles sont en opération, le nucléaire, je vois pas comment, par exemple, les États-Unis se relanceraient sur le renouvellement de leurs centrales, même s'il y a 1 ou 2 centrales qui sont actuellement en discussion. On a eu toutes les décisions en Europe. La France aujourd'hui, elle est encerclée par des pays qui ont annoncé la sortie nucléaire ou le
non-renouvellement de leurs centrales, qui va de l'Espagne à l'Italie, à la Suisse, à l'Allemagne, il n'y a plus que la Belgique qui résiste. Donc voilà, je pense aujourd'hui on est face à une industrie moribonde qui sait aussi, parce que voilà, ils regardent aussi leurs chiffres financiers. Areva, par exemple, est une structure qui est en perdition financière. Les combustibles, ils en vendent plus, donc le MOX, ça se vend plus depuis l'accident de Fukushima. Les contrats de retraitement, il n'y a plus qu'EDF. Les autres opérateurs européens ne font plus retraiter leur combustible usé à La Hague. Ils ont très peu de commandes fermes sur la construction de centrales et il n'y a en fait que les mines d'uranium qui aujourd'hui leur rapportent de l'argent. Donc je pense que c'est une industrie crépusculaire mais qui résiste et c'est pour ça que nous demandons, notamment en France, dans le contexte des élections présidentielles, que nous demandons une décision politique et ensuite les entreprises suivront. Question de Rio de Janeiro. Monsieur Husting, ne croyez-vous pas que le message de Copenhague n'est plus qu'une bouteille jetée à la mer? Je pense que Copenhague, de toute façon, n'a jamais été rien d'autre que cela. Copenhague, c'était en fait la prise de pouvoir d'une vingtaine de pays qui, pendant la dernière nuit des négociations, à l'insu de l'ensemble des autres délégations, ont élaboré un papier qu'ils ont ensuite soumis à l'Assemblée générale, mais l'Assemblée générale n'a pas accepté ce non-accord de Copenhague. Donc Copenhague était vraiment le symbole des problèmes de fonctionnement du multilatéralisme et tout reste à faire. Donc cette année, il y a une conférence à Durban. Personne ne s'attend à ce qu'il y ait une véritable percée, une véritable avancée dans la mesure où il y a Rio l'année prochaine. Donc, et malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que c'est au rythme de ces grands-messes que l'espoir est maintenu, alors que probablement, et c'est aujourd'hui la position de Greenpeace, probablement c'est plutôt du côté de la capacité de mobilisation, de la capacité de révolte des gens, des citoyens, qu'il faut chercher le salut. Question de Stack. Aujourd'hui, Monsieur Husting, quels sont les plus grands combats à mener? Quelles sont les priorités? L'eau, la biodiversité, les énergies alternatives, l'arrêt du nucléaire? On s'y perd un peu. Il y a un méta-sujet qui est celui des changements climatiques. Si nous n'arrivons pas à inverser la courbe des émissions d'ici la fin de cette décennie, de toute façon, on vivra dans un monde des plus 2 degrés, voire plus 3 degrés, plus 4 degrés. On aura beaucoup de mal à préserver la biodiversité parce que voilà, le climat a un impact direct sur la biodiversité, le climat a un impact direct sur l'eau, le climat a un impact direct sur l'agriculture, le climat a un impact direct sur les océans. Donc il y a vraiment ce méta-sujet-là qui doit être la priorité de nous tous. Ce qui ne veut pas dire qu'en parallèle, il ne faut pas, par exemple, se pencher sur la question de l'océan, la question de la surpêche. Mais si nous sommes dans un monde des plus de 3 degrés d'augmentation moyenne des températures, le monde sera différent. On sera face à un monde où il y aura des centaines de millions de gens qui seront devenus des réfugiés climatiques. Et déjà, aujourd'hui, le monde, il est structurellement instable, mais si nous n'arrivons pas à empêcher les changements climatiques, il deviendra encore plus instable. Question de Mario. Les révolutions démocratiques des derniers mois peuvent-elles rejaillir de manière positive sur les comportements éco-citoyens? Oui, même si je pense qu'il n'y a pas un lien direct entre ce qui se passe dans les pays arabes, ce qui se passe au Chili où il y a une révolte des étudiants, ce qui se passe avec les indignés à Madrid et maintenant à Athènes. Et pourtant, je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut envisager le combat écologique des années à venir. Je pense qu'il faut trouver des convergences avec l'engagement et la lutte sociale. L'écologie ne peut pas rester un sujet.
Excusez-moi de vous couper, vous parliez des indignés. Est-ce que la dimension écologique a une place dans le combat des indignés? Pas encore aujourd'hui, mais l'écologie, c'est à nous, écologistes, de faire passer le message que préserver l'environnement, c'est aussi préserver les conditions, des conditions d'une vie sociale appropriée et acceptable sur Terre. Donc, est-ce que vous pensez que la crise, appelons-la la crise avec un grand C, peu importe que ce soit financière, économique, est-ce que c'est, pas une chance, on va pas dire une chance, mais est-ce que ça peut accélérer les mutations que vous appelez de vos voeux, ou au contraire les freiner? Aujourd'hui, le message qui est passé, c'est qu'avec la crise financière, économique et sociale, en fait, la crise écologique, elle est devenue un luxe. Donc, gérer la crise écologique est devenue un luxe, alors que c'est le contraire qui est vrai. Hein. On est dans des moments de basculement où tout sera différent. Différent de ce qu'on a connu avant et à nous, écologistes aussi, nous ouvrir aux préoccupations sociales, aux préoccupations notamment des gens des pays du Sud. Moi, je pense qu'à défaut de devenir crédible, légitime, audible dans les pays du Sud, dans les grandes puissances émergentes, les idées écologiques n'ont que très peu d'avenir. Hein, parce en Europe, on pourrait tous passer la voiture à la bicyclette. Et pourtant, si les Chinois, la classe moyenne chinoise, brésilienne, indienne, adoptent notre mode de vie occidental, nos concepts de mobilité, tous les efforts réalisés dans les pays européens seraient surcompensés par les évolutions dans les pays émergents. Alors, une dernière question d'Adélaïde. Êtes-vous partisan d'une décroissance mondiale et est-elle crédible alors que la population mondiale ne cesse d'augmenter? Décroissance mondiale ou globale, je pense ça ne peut pas être un sujet. Aujourd'hui, on a 1,5 milliard de personnes dans le monde qui n'ont toujours pas accès à des services énergétiques de base. Donc on ne peut pas parler de décroissance à l'échelle globale, mais c'est évident qu'il faudra rééquilibrer, qu'il faudra réinjecter de l'égalité, de l'équité dans les situations de vie des gens du Nord en comparaison avec les gens du Sud. Donc je pense qu'il faudra absolument envisager une autre forme de prospérité. Aujourd'hui, on parle de prospérité sans croissance pour les pays du Nord, par un renforcement des liens sociaux au détriment d'une consommation matérielle. Et il faudra bien sûr trouver des modes de développement plus légers, moins matériels, mais qui procurent quand même un bien-être évident pour les populations du Sud. Et c'est cette équation-là qui sera très difficile à réaliser parce que aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mode de vie qui prévaut quand on demande aux classes moyennes des pays émergents. Voilà, ils ont le mode occidental en tête, alors que nous savons que la croissance illimitée dans un monde sur une planète limitée, avec des limites que c'est pas possible. C'est pas possible. Très bien, merci beaucoup Pascal Hustings, c'est toujours un plaisir de vous poser des questions et surtout d'avoir des réponses intelligentes. Merci. Merci à vous.